Alors la chirurgie pédiatrique ou la pédiatrie, c'est finalement de la chirurgie générale pour un ensemble de rareté, on pourrait dire ça. Et il fallait absolument qu'on s'organise, ce qui a fait débat d'ailleurs au sein de notre société, qu'on s'organise dans le cadre de centres de référence pour mieux travailler. Et dès le départ, on a vu des faux départs, des mauvais départs, et puis il y a eu un très bon départ, et celui du centre de référence des hernies diaphragmatiques, représenté par les 3 leaders que sont, on va citer d'abord le chirurgien, Pascal Delagosi, est à Marseille, on a Alexandra Benaki ici à Paris, et puis on a Laurent Storm, le réanimateur. Et au fond, on l'a demandé à Laurent parce qu'il nous est apparu être un très bon exemple de ce qu'il faut faire quand on veut que ça marche. Ces centres de référence, c'est un très bon chef d'équipe, c'est un très bon pédagogue. Enfin, je vous laisse l'écouter. Un grand merci pour cette invitation et pour cette introduction. Donc, pourquoi organiser des centres de référence lorsqu'on parle de maladies rares et quel est l'intérêt? Alors c'est vrai que quand on parle de hernie diaphragmatique, c'est 1 sur 3500, c'est très peu. Pourquoi donc s'y intéresser? En réalité, quand on regarde le nombre de maladies rares, c'est 8000 maladies rares différentes. Et en réalité, c'est 8% de la population française qui sera un jour concernée par cette maladie rare. Donc l'investissement vaut le coup. Et c'est 3 millions de personnes en France qui seront concernées par cette maladie rare. D'où l'importance d'organiser et d'optimiser la prise en charge. Or, la plupart de ces maladies rares sont sévères, elles sont chroniques et handicapantes, et c'est le cas de la hernie diaphragmatique. Elles engagent le pronostic vital dès la naissance, pour la plupart. Les formes de la maladie sont très hétérogènes. Il y a des formes très peu sévères et des formes extrêmement sévères, et ça rend très compliqué l'évaluation des thérapeutiques. La prise en charge de ces patients est nécessairement multidisciplinaire, et pas seulement médicale. Il faut pouvoir y impliquer les social, l'éducatif et le pédagogique. Et point complémentaire, c'est que le diagnostic est souvent compliqué, c'est pas le cas de la hernie diaphragmatique, mais le parcours est toujours complexe et l'expertise est rare, d'où l'idée de ces centres de référence. Alors le point particulier, c'est que ces maladies rares, c'est la plupart des malformations néonatales que prennent en charge le chirurgien pédiatre sont des maladies rares, et elles sont la plupart du temps sévères. D'où l'organisation, pour beaucoup d'entre elles, en centre de référence. Alors, en ce qui concerne la hernie, donc c'est une maladie rare, 1 sur 3500, elle est sévère handicapante, avec une mortalité et une morbidité élevée, elle est excessivement hétérogène, il y a une vraie incertitude pronostique, compliqué donc d'informer les familles, et la prise en charge est nécessairement multidisciplinaire. Je donne quelques exemples. Vous savez qu'au cours de la hernie diaphragmatique, donc elle peut être droite, elle peut être gauche, il peut y avoir un petit trou, un gros trou dans le diaphragme. Et ce qui pose problème, c'est l'hypoplasie pulmonaire associée à la hernie diaphragmatique, avec un volume pulmonaire qui peut être normal ou qui peut être tout petit. Et entre deux, on a toute l'étendue possible de volume pulmonaire et d'hypoplasie pulmonaire, avec toutes les conséquences respiratoires attendues à la naissance. Ça va induire une mortalité néonatale. Au niveau international, la mortalité est très variable, elle varie de 50% à 30-20%. Ici, la série de la région Nord-Pas-de-Calais, donc c'est une étude en population qui concerne toute la population du Nord-Pas-de-Calais. Quand on regarde la mortalité pour le néonatologiste et le chirurgien pédiatre qui prennent en charge les enfants, donc entre la naissance et 2 mois de vie, on considère, là, chez nous, on avait une survie à 70%. Mais en réalité, la survie de la population générale, quand on fait une étude de cohorte, une étude de population, en réalité, la survie est de 50% dans la population, parce qu'il y a une mortalité tardive, parce qu'il y a une mortalité anténatale. Et vous voyez que c'est compliqué parce que la prise en charge avant la naissance, c'est l'obstétricien. Il va falloir qu'il travaille avec le chirurgien pédiatre et le néonatologiste. Et puis que le néonatologiste et le chirurgien passent le relais au pédiatre. Et le pédiatre qui vont travailler potentiel de progrès. Quand on s'y met tous, quand on travaille en équipe, obstétricien, chirurgien pédiatre, néonat et pédiatre,
on améliore le pronostic. On s'est amélioré dans les connaissances physiopathes, j'en dirai quelques mots. On s'est amélioré dans l'évaluation au long terme de ces enfants, qui nous permettent de mieux informer les familles. Et puis on a pu mettre en place de nouvelles stratégies thérapeutiques. Je vous en citer que quelques-unes dans le cadre de cet exposé, qui reflètent bien la nécessité de travailler en multidisciplinaire pour prendre en charge ces enfants. Alors la marge de progrès est importante. Il y a certaines équipes, Boston, 95% de survie. Je dis, au niveau international, c'est plutôt 60% de survie en moyenne. Et puis plus près de chez nous, il y a une équipe qui, depuis des années, rapporte une survie proche de 90%. C'est l'équipe de Rennes. Et donc, un des rôles du centre de référence a été de rencontrer les centres qui présentaient les meilleurs résultats pour essayer de comprendre pourquoi les résultats étaient meilleurs. Alors, ces centres de référence ont été faits pour essayer d'harmoniser les pratiques, travailler ensemble, rédiger un protocole national de diagnostic et de soins, le PNDS, et puis de faire un registre national. Donc le centre de référence associe le centre de Marseille, professeur de la Gauzy, l'obstétricien c'est le professeur Benaki à Béclair, et puis Lille pour la partie réanimation et suivi de ces enfants. Mais naturellement, le centre de référence ne serait rien sans l'apport des centres de compétences, qui sont tous les centres de chirurgie pédiatrique qui sont associés, qui travaillent avec un service de réanimation néonatale et natalité de niveau 3 et qui participent aux réunions. Et c'est aperçu qu'au fil des réunions annuelles de ce centre, chaque centre apportait sa pierre à la construction du PNDS. Je pense à Strasbourg, qui a apporté son expertise dans la thoracoscopie pour l'approche chirurgicale. Et puis, on s'est rendu compte de toute la minutie apportée. C'est habituellement considéré comme une chirurgie relativement simple. En réalité, il y a une morbidité qui est peut-être habituelle, mais qui est très grave chez ces enfants qui sont très fragiles. Une simple bride à 3 mois, c'est le début des gros soucis, des troubles de l'oralité, souvent. Et donc, une simple bride, c'est grave. Donc, il faut tout faire pour l'éviter. Et on a appris avec l'équipe de Strasbourg combien il est possible de limiter ces brides en manipulant très très prudemment ces brides, et depuis cette technique est utilisée. Donc c'est l'aide de l'ensemble des centres qui nous a permis donc d'améliorer le pronostic. En anténatal, on a pu harmoniser la recherche de critères anténataux de gravité, et actuellement on peut classer les hernies en évaluant le volume pulmonaire par l'échographie en forme grave, en forme moyenne et en forme modérée, qui est un atout important, notamment lorsqu'on parle, on en a parlé tout à l'heure, d'intervention anténatale, le plug qui permet donc d'obstruer la trachée du fœtus en anténatal. C'est le poumon qui produit en grande partie du liquide amniotique, et donc ce poumon produit du liquide mais qui ne peut plus s'évacuer par la trachée, et donc ça entraîne un développement du poumon qui refoule la hernie diaphragmatique. Donc ça, c'est indiqué dans les formes graves, repérées en anténatal. Les résultats donc, sont plutôt bons, améliorent la survie de cette stratégie. Au niveau de la prise en charge réanimatoire, là aussi, le fait de travailler obstétricien néonat a permis certaines avancées. Je disais que ce qui pose problème, c'est le volume pulmonaire qui est petit. Ça gêne l'adaptation à la vie extra-utérine. La vie extra-utérine, donc la circulation est comme celle-ci. Le cœur droit pompe dans l'artère pulmonaire, et là il bute sur les artères pulmonaires qui sont vasoconstrictées. Et donc le sang du cœur droit rejoint la aorte descendante en traversant le canal artériel. Et donc ça, c'est un énorme avantage pour le fœtus, c'est que quand on dessine, parce qu'on fait une orientation électrique, on a le cœur droit et le cœur gauche, qui tous les deux pompent en parallèle dans la circulation systémique. Et donc le débit cardiaque combiné du fœtus est 2 fois plus élevé, puisqu'il est la somme du cœur droit et du cœur gauche. Et ça permet au fœtus de survivre à un environnement très hypoxémique, puisque pendant la vie fétale, la saturation est à 50%. Et toute la vie fétale, donc le fœtus a 50% de saturation seulement, mais il double son débit systémique.
Et donc ça compense parfaitement cette situation. À la naissance, les vaisseaux pulmonaires se dilatent, cœur droit, et la circulation devient en série, cœur droit, poumon, cœur gauche, circulation systémique. Du fait de l'hypoplasie pulmonaire, cette adaptation à la vie extra-utérine qui prend normalement quelques minutes va prendre quelques heures, plus souvent quelques jours ou quelques semaines, et parfois, dans le pire des cas, quelques mois. Et on va se retrouver dans cette situation-là, avec des résistances vasculaires pulmonaires qui restent élevées, et puis quelque chose qui ressemble fort à la circulation fœtale, avec du sang du cœur droit qui va rejoindre l'aorte en traversant le canal artériel. Ça nous inquiétait beaucoup il y a encore quelques années, jusqu'à ce que les obstétriciens nous expliquent que le fœtus, lui, vit et survit à des saturations très basses grâce à cette circulation. Et donc, il y a quelques années, quand l'adaptation se faisait mal, les saturations donc étaient très basses, à 70%, ça nous inquiétait beaucoup. On mettait en place des réanimations très lourdes, monoxyde d'azote, fluorant, vasodilatateur pulmonaire, qui abîmaient le poumon. Actuellement, on se dit, le fœtus s'adapte à ça, le nouveau-né va s'adapter à ça, et puis le petit nourrisson va s'adapter à ça. Il est possible de s'adapter. On ne fait plus rien dans ces situations. L'enfant a une saturation basse, à 70%, parfois pendant des semaines, mais au moins on en fait, au mieux il se porte. Et donc ça, c'est une meilleure connaissance de la physiologie fétale que nous ont transmise les obstétriciens, qui nous permettent finalement d'accepter ces situations-là, qui va persister des semaines, comme pendant les fétales. Le cœur droit, le sang du cœur droit va traverser le canal artériel, rejoindre la descendante, désaturer la redescendante, donc avec une saturation très basse, mais tout ça se fait parce qu'il y a un excès de débit qui va compenser la saturation basse, et en termes de délivrance en oxygène, on reste correct. Deuxième chose que vous nous apprendre les obstétriciens, c'est qu'ils ont observé depuis très longtemps que le cœur gauche du fœtus était petit. On n'en avait jamais tenu compte. On savait que c'était un critère de gravité, mais on n'en tenait pas compte. Le problème, c'est que le bébé va naître avec un petit cœur gauche, comme s'il avait une hypoplasie du cœur gauche malformative. Et le sachant, ça permet de comprendre l'hypertension pulmonaire que présentent ces bébés. Ici, le schéma de cette circulation un peu particulière. Après la naissance, le cœur gauche est petit, le cœur droit pompe dans la circulation pulmonaire. Bon, certes, les résistances sont élevées, mais malgré tout, ce qui va poser problème, c'est le fait que le cœur gauche est petit. Et on le voit à l'échographie, puisque du sang du cœur gauche va dans le cœur droit. Ça veut dire que le cœur gauche est suffisamment préchargé et que l'hypertension pulmonaire qu'on observe, elle n'est pas liée au poumon, elle est liée au cœur. Et en réalité, on a toujours voulu traiter ces bébés comme si c'était un problème pulmonaire, et en réalité, c'est un problème cardiaque d'hypoplasie du cœur gauche. Et cette hypoplasie du cœur gauche, elle est transitoire. Elle s'arrange au bout de quelques jours ou quelques semaines, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Et là, c'est pareil, à part laisser le canal artériel ouvert, il n'y a rien à faire qu'attendre que le cœur gauche grandisse spontanément. Ça nous a permis donc de mettre en place des réanimations beaucoup plus soft et d'améliorer le pronostic. Au niveau chirurgical, je vous cite simplement quelques exemples de choses qui ont changé. On a longtemps considéré qu'il fallait attendre que le bébé s'améliore avant de l'opérer. Opérer les enfants instables était dangereux. Et puis on attendait un certain nombre de critères, et ça nous a amené à attendre parfois 6 jours, 10 jours, que le bébé s'améliore. Et puis, on a regardé un peu la littérature. On a d'abord été voir les services qui avaient les meilleurs résultats. Rennes, par exemple. À Rennes, ils opèrent le bébé à H24 ou avant H24. Et puis, dans beaucoup de centres qui ont les meilleurs résultats, opèrent tôt. Et puis, quand on regarde la littérature, on trouve quand même 2 essais randomisés, chirurgie précoce et chirurgie tardive. Les résultats sont similaires en termes de mortalité. Par contre, en termes de morbidité, on s'aperçoit qu'avec une chirurgie différée, on augmente la durée de ventilation, on augmente la durée d'hospitalisation, qui sont tous des facteurs de risque iatrogènes. Et depuis, donc, prenant tout ça ensemble, on recommande, dans le cadre du PNDS, d'opérer précocement ces enfants et de ne pas retarder les choses, puisque de toute façon, ça ne change rien en termes de pronostic vital. Et donc, évitons-lui des journées de réanimation inutiles. Et puis, finalement, ce centre de référence a permis d'avoir une vision nationale
des hernies lymphatiques. Vous voyez, dans le registre, on a déjà 540 grossesses et on a le devenir pour presque 400 enfants, ce qui fait l'une des plus grosses cohortes internationales qu'on ait pu mettre en place. Voilà un peu l'exemple de l'évolution de la mortalité à Lille, mais dans tous les centres, ça évolue comme ça. Vous voyez qu'on avait 80% de mortalité en 85-90 et on est à 80% de survie en 2006-2009 à 2 ans. Donc on a pris en compte la mortalité tardive. Et puis ce qui est important, c'est qu'on a pu mettre en place dans tous les centres un suivi multidisciplinaire organisé. Chaque centre a ça c'est le centre lillois, mais chaque centre en France, de compétences ou de référence, ont mis en place cette organisation multidisciplinaire qui permet d'accompagner et de soutenir ces familles qui ont à prendre en charge un enfant qui a une pathologie chronique. Merci de votre attention. Merci à Laurent pour cette présentation. On connaissait ses talents pour expliquer de façon simple la physiopathologie compliquée, mais là c'est tout à fait démonstratif. Donc comme on vous l'a dit tout au long de cette séance, en chirurgie pédiatrique, les choses exceptionnelles sont non pas rares mais fréquentes et on passe son temps à faire des choses très rares. Dans la hernie diaphragmatique, on est l'emblème. Une fréquence de 1 sur 3500, c'est effectivement quelque chose de très rare. Mais pour faire des progrès, eh bien, il faut conjuguer les efforts et je pense que justement la constitution de ce centre de référence et la démonstration flagrante que ça marche. Quand on se met tous ensemble, effectivement, ça va mieux que lorsque l'on fait cette pratique de façon isolée. La chirurgie néonatale, c'est une chirurgie qui ne peut exister sans multidisciplinarité. Ça commence avant la naissance. Là encore, la hernie diaphragmatique, c'est l'exemple absolument typique du fait qu'il faut s'y prendre bien avant la naissance pour traiter ces enfants. D'abord en faisant un diagnostic, ce qui n'est pas toujours chose évidente. Deuxièmement, pour tenter de les traiter, et là, c'est la hernie diaphragmatique, là encore, est un exemple d'une pathologie où il y a un traitement anténatal, c'est l'une des rares exceptions, effectivement, où on peut traiter les enfants dans le ventre de leur maman. Ensuite, l'obstétrique, bien sûr, il faut que ça ait lieu dans un centre de chirurgie pédiatrique, ça semble évident, mais encore faut-il le répéter. Et ensuite, une fois que l'enfant est né, eh bien, il faut une pratique multidisciplinaire. Alors la chirurgie, bien entendu, toute la chirurgie néonatale, il faut que ce soit fait de façon la plus rigoureuse qui soit, et certainement la porte de la thoracoscopie est incontestable, puisque ça minimise le traumatisme, en particulier des anses intestinales et du squelette, de la paroi thoracique. Ça permet des gestes certainement plus précis. Mais ça n'est certainement pas ça le plus important, c'est sûrement pas ça qui a amélioré véritablement la survie, tout au moins, peut-être la morbidité à long terme, mais peut-être pas la survie. Ce qui a beaucoup amélioré la survie, c'est le fait que, eh bien, on connaît mieux la physiopathologie et que, eh bien, on combine les efforts des réanimateurs, des anesthésistes, qu'il faut citer également. Et donc ça n'est que petit à petit qu'en conjuguant tous ces efforts, on peut améliorer la survie. Moi j'ai connu l'époque où effectivement on disait que la survie était de 20%. Entre les diagnostics anténataux et la survie, on disait que c'était à peu près 20% et que c'était incompressible et qu'on ne pourrait jamais rien faire. Bon là l'expérience prouve que au contraire cette survie s'est beaucoup améliorée et que très certainement on pourra continuer dans cette voie-là. Donc je n'ai pas beaucoup de questions à poser, je crois que c'est très emblématique, il faut travailler ensemble, il faut coordonner les efforts, bien entendu réserver le nombre de centres, choisir un nombre de centres assez restreint pour qu'il y ait des gens excellents, on ne peut pas en mettre partout, ça c'est sûr. Et voilà, c'est vraiment l'emblème de ce que doit être la chirurgie pédiatrique et je vous remercie d'avoir aussi brillamment fait cette démonstration. Est-ce que vous avez des questions? Très très grand merci, Christine. Je pense qu'au tout début de l'expérience des centres de référence, on a eu peur parce qu'on s'est dit, ils viennent nous montrer ce qu'il faut faire.
quelques personnes vont nous dire ce qu'il faut faire. On ne supportait pas cette idée-là. Au fond, ce sont devenus des centres de discussion, plus ou moins ouverts, de plus en plus ouverts, même pour ceux qui n'ont pas forcément bien démarré. Et c'est un lieu aussi qui collige toutes les envies de recherche prospective. C'est-à-dire que grâce à ça, grâce à ce vivier de documents, c'est extraordinaire, et grâce à l'envie que vous nous donnez les uns les autres de progresser, eh bien, on a vu dans tel et tel service, dans tel et tel endroit en France, des jeunes qui disent ben, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de démarrer cette recherche, etc. Et je vous assure que c'est quelque chose d'extrêmement dynamisant. Ça a complètement bouleversé en fait notre façon de voir les choses. Oui, je peux rajouter quelque chose, en fait, tu m'y incites, c'est que sur le plan universitaire et de la recherche, bien entendu, on fera plus de progrès en colligeant 500 dossiers qu'en colligeant 10 ou 15, comme on faisait peut-être auparavant. Des questions peut-être pour Laurence Larme? Je voulais juste revenir sur la thoracoscopie que nous faisons aussi à Saint-Étienne avec plaisir, mais je pense qu'il faut être un peu prudent quand même, un peu prudent parce que dans certains cas c'est parfait, et puis dans d'autres c'est quand même pas si parfait que ça. On a plus de récidives qu'avant, donc je crois qu'il faut être très prudent. Et actuellement dans le service, on commence par une thoracoscopie si l'état général de l'enfant le permet. Si l'orifice est facile à suturer et tout, on le fait. Mais dès qu'on a quelques difficultés, on arrête et on retourne une chirurgie classique, soit par le thorax, soit par l'abdomen. Je crois qu'il faut être encore très prudent parce que à force de mettre des plaques dans tous les sens et tout, c'est pas forcément très bien. Est-ce que ça réduit le risque de bride? Je suis d'accord, je suis convaincu. Tout à fait. On a nous-mêmes publié en 2013 un papier qui met en garde les envies des uns des autres pour donner les limites, pour pas que ce soit une perte de chance pour un enfant que de se voir proposer une thoracoscopie. En ce qui concerne les plaques, la problématique est différente, puisqu'il y a 10 ans ou 15 ans, on n'avait pas les enfants qu'on a maintenant, qui sont des enfants nés des équipes de Yann Després et maintenant Alexandra Benaki, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas du tout de diaphragme. Et au fond, on nous a livré des enfants que nous ne savions pas prendre en charge chirurgicalement. Et là, je dois dire que pour l'instant, on balbutie, on n'a pas la solution, on est en train d'y réfléchir. D'autres questions? Alors, un très grand merci encore à l'Académie et à son président de nous avoir reçus aujourd'hui. J'espère que nous avons donné envie de vous intéresser encore plus à la chirurgie pédiatrique. Vous avez vu que c'est une spécialité qui est assez bouillonnante et très variée. Oui, je pense être l'interprète de tous pour vous remercier chaleureusement et vous féliciter pour cette très belle séance que vous avez organisée et qui nous a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Juste pendant que vous êtes à partir, vous savez qu'il y a actuellement un travail de l'Académie nationale de chirurgie concernant le diagnostic et la prise en charge des appendicites aiguës, du moins forcément vous le savez par la presse et par les médias. Et vous savez que l'Académie, dans sa séance du 31 mai 2012, avait consacré ce thème à ces discussions, qu'elles ont continué, qu'elles ont progressé et que le bureau et le conseil d'administration ont choisi de réévaluer, de revisiter cette question de l'appendicite aiguë, le choix d'une commission a été proposé et accepté par le président et le bureau, et que cette commission est composée exclusivement de 5 membres de l'Académie avec des modes d'exercice différents, mais que bien sûr ce travail est ouvert et que dans la période encore des semaines qui viennent, avant qu'on abrite en gros des conclusions, notre secrétaire Pascal Decoville sera très heureuse de nous transmettre des mails concernant des idées des uns et des autres pour que ce travail soit vraiment notre conclusion collective sur ce sujet délicat.